Bonjour, ici Rachel. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec Marie-France Lavigne. Elle est un courtier en hypothèque et aujourd'hui, elle va nous jaser au sujet des hypothèques en temps de séparation. Donc, bonjour Marie-France. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien. Donc, voulez-vous peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes un petit peu? OK. Bon, bien, moi, je suis courtier en hypothèque, alors j'aide les gens à pouvoir analyser les achats de maison. C'est qu'est-ce qui comprend entamer une hypothèque, les documents nécessaires et les pourquoi qu'on choisit certaines hypothèques et comment analyser les dettes et pouvoir aider les gens à mettre tout ça ensemble. OK. OK, bien, on peut commencer par... bien, on sait tous que les temps sont très difficiles en ce moment, puis il faut vraiment adapter un nouveau mode de vie, surtout lors d'une séparation. Donc, on va commencer par répondre à un peu des questions ici, puis au sujet des séparations et l'achat d'une maison, puis l'hypothèque et comment naviguer le tout. Oui. Donc, pour commencer, c'est quoi un rachat par le conjoint? Alors, un rachat de conjoint pour une maison, lorsque deux personnes appartiennent à une maison et l'autre personne veut avoir son équité, alors on a fait l'analyse de combien d'équité qu'on peut aller sortir pour aller aider et payer l'autre conjoint pour leur moitié d'équité qui aurait établi dans la maison. Tout dépendant comment longtemps que la personne a été dans cette maison-là et comment longtemps qu'ils vont combien d'argent qu'ils vont avoir réalisé dans cette division d'avoir pour leur maison. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations que qui va être nécessaire pour entamer cette procédure-là. C'est ça. OK. Donc, comment est-ce qu'un rachat fonctionne? C'est quoi les premières étapes à naviguer ce processus? La première étape, c'est premièrement de passer à travers de Diane à Clarity pour décider c'est qui va avoir le pouvoir de pouvoir racheter la maison de l'autre. Parce que c'est le seul et unique temps, lorsqu'on appartient à une maison, qu'on puisse aller accéder le 95% de la maison de cette équité-là. Ça devient un achat essentiellement et la qualification. Parce que autrement, d'habitude, on peut seulement monter jusqu'à 80% de la maison, la valeur. Alors, c'est avec pour analyser combien qu'on peut aller chercher. C'est l'évaluation de la propriété, mais il faut aller chercher le prêteur premier qui va financer la propriété, puis ensuite l'évaluation détermine la valeur de combien qu'on peut monter. Et parfois, on n'a même pas besoin d'évaluation. Il y a certains prêteurs qu'on va pouvoir faire juste, ça va s'évaluer par soi-même parce qu'on retourne à SCHL quand on remonte à 95%. Il y a certains détails qui doivent être mis dans le document de séparation. OK. Donc, pourquoi est-ce que les deux parties doivent être en accord? Que se passe-t-il si mon partenaire n'a jamais été inscrit sur le titre de la propriété? Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que même en Ontario, les règlements sont un petit peu différents. Bien, ils ne sont pas différents, ils sont différents dans certaines autres provinces. C'est où que l'entente de séparation, si cette personne-là n'a pas été sur les titres de la maison, mais il était conjoint de fait ou même s'il était marié, mais son nom n'a jamais été là, selon les réglementations. Cette entente de séparation va prédire qui va avoir quelle portion de cette division d'avoir pour la maison. Alors, c'est ça, qu'est-ce qui est différent en différentes provinces, tu as différentes réglementations en fait de qu'est-ce qui se passe pour ces ententes-là. Mais souvent, les gens vont dire, ben mon nom n'a jamais été sur la maison, mais si ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble puis ont contribué, ils ont quand même le droit à certains droits, selon le règlement, d'avoir une portion de cette équité-là, la maison a monté en valeur. OK.
Donc, pour toucher un peu plus sur le conjoint de fait, donc si nous ne sommes pas mariés, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change pas du tout. C'est vraiment qui a été inscrit sur la maison. Ça va changer. J'avais un cas une fois là où la personne n'était pas enregistrée sur la maison, alors on n'a pas pu monter jusqu'à 95% de la maison. Il fallait qu'on puisse arrêter à 80% de l'équité pour aller chercher, pour repayer des dettes ou que ce soit. Mais il faut que ça soit tout indiqué dans l'entente de séparation s'il y a des dettes à être payées aussi. OK. Pourquoi faut-il chacun avoir notre avocat quand nous changeons le titre de propriété? Que le prêteur qui enregistre la nouvelle hypothèque pour la personne va vouloir que l'autre conjoint aille les avis de independent legal advice, l'avis indépendant légal d'un autre avocat pour qu'il puisse signer pour dire qu'il relâche ses droits de la maison parce que c'est quand même une grosse responsabilité d'avocat de qu'est-ce qu'ils font la transaction de transfert de titre de maison. OK. Donc, est-ce que je peux rembourser des dettes avec l'argent du refinancement ou du rachat de la maison? Oui, absolument. On peut. Bien, on peut, selon s'il y a de la place, si l'équité, si la maison a une valeur en excédent de qu'est-ce qu'on doit avec l'hypothèque. Par exemple, si la maison en vaut 500 000 puis on doit seulement 150 000, il y a de l'espace qu'on puisse aller chercher pour ajouter des dettes. Mais il faut que ces dettes-là soient indiquées sur l'offre, l'entente de séparation pour qu'on puisse inclure ces dettes-là pour qu'ils puissent qualifier. Alors, il y a l'analyse de dossier, c'est vraiment individuel de chaque dossier. Leur particularité, il faut que ça soit tout analysé indépendant. OK. Et quelle est la valeur maximale que je peux obtenir lorsque je refinance ma maison à cause d'une séparation? Mais la valeur maximale est 95%. Si cette personne-là était nommée sur les titres avec toi et aussi, il faut que ça soit indiqué dans sur l'entente de séparation. Et la valeur de la maison, il faut qu'elle soit là pour qu'on puisse démontrer, tout dépendant de le montant de l'hypothèque qui est dû présentement. Alors, si on doit 150 000 puis la maison en vaut 500, c'est sûr qu'il y a de l'espace qu'on puisse remonter pour aller accéder à ce montant-là pour payer les dettes aussi. C'est sûr. OK. OK. Est-ce que je peux utiliser la pension alimentaire reçue pour moi ou les enfants afin de me qualifier, étant donné que je n'ai plus de revenus depuis que je suis restée à la maison? Pour qualifier pour l'achat de la maison au moment de la séparation, non. Les prêteurs ne vont pas utiliser cette forme de revenu à cause que on n'a pas pu démontrer que ça fait 1 an ou 2 que tu reçois cette pension-là. Mais si ça fait 1 an ou 2 que tu reçois cette pension-là et que tu as été à la maison et c'est mandaté dans l'entente de séparation, à ce moment-là, on peut utiliser ces argents-là pour qualifier. Aussi, on peut utiliser le Child Tax Credit qu'on peut utiliser pour qualifier, autant que ça ne forme pas plus qu'un tiers du revenu global de la personne qui finance la maison. OK. Pourquoi est-ce que le prêteur a besoin d'une évaluation pour le refinancement quand nous sommes d'accord sur la valeur de la maison? Oui, souvent, vous pouvez être d'accord sur la maison, la valeur, c'est tout beau, excepté le prêteur, eux autres, vont vouloir avoir quelqu'un indépendant qui n'est pas rattaché à la situation pour établir que la maison en vaut vraiment qu'est-ce qu'on veut pour la fin de financement. Ils ne vont pas prendre notre mot que la maison en vaut cette somme-là
et l'entente entre les deux parties, s'ils ont venu à une entente de leur façon, c'est très bien, mais le prêteur vont toujours avoir question que faut que ça soit documenté de façon légale, que la valeur qu'ils vont donner une hypothèque sur cette maison-là, il faut que ça soit documenté et décrit d'un gros document que les évaluateurs vont faire. OK. OK? Est-ce que je vais devoir payer une pénalité pour résilier mon hypothèque existante et qui doit payer cette pénalité, si oui? La pénalité, souvent, on essaie d'avoir comment je pourrais dire ça, mitigate. Les pénalités, on essaie de retourner au même prêteur pour ne pas avoir besoin de payer une pénalité. Mais souvent, les prêteurs, tout dépendant avec qui que le client est avec, ils vont automatiquement charger une pénalité pour refaire le dossier. Mais j'en ai déjà vu certaines fois où on a pu faire juste une augmentation, ajouter l'hypothèque, puis faire un taux pondéré pour pas qu'il y ait besoin de souffrir d'un autre coût de surplus pour briser l'hypothèque. On n'a pas besoin nécessairement avoir besoin de briser, mais souvent, on n'a pas le moyen de savoir sans qu'on n'a pas monté un dossier au complet pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à minimiser la pénalité pour retourner au même prêteur. Mais ce n'est pas 100% nécessaire toujours, mais c'est cas par cas vraiment pour voir. OK. Ce processus prend combien de temps et qu'est-ce que mon conjoint devra quitter la maison? Est-ce qu'il va devoir quitter la maison? Oh, tous les cas sont tout dépendants. Tout dépendant comment prêt tous les documents du client qui essaye de refaire son hypothèque. S'ils sont en train de refaire le dossier, si tous les documents sont prêts, ça prend des fois entre 30 à 60 jours pour refaire le dossier. Puis le conjoint, s'il va rester dans la maison ou non, ça va dépendre de la situation légale, la légalité de ça. J'ai aucune idée, là, ça va dépendre de le centre et qu'est-ce que l'entente va avoir été indiquée. On a déjà vu des dossiers que ça prend 6 mois parce qu'on n'a pas tous les documents en main, qu'est-ce que le prêteur insiste à avoir. Alors, c'est vraiment, ça prend de la coopération de tous les côtés. Si le partenaire veut avoir son argent le plus vite possible, mais le plus vite possible qu'on puisse avoir les documents, on va pouvoir entamer le dossier pour que ça puisse aller de l'avant. Oui. Okay. Intéressant. Mon conjoint achète ma moitié de la maison. Est-ce que je peux utiliser cet argent comme dépôt sur une autre propriété? Oui, absolument. Mais lorsque tu achètes une nouvelle maison ou quelque chose d'autre, le conjoint doit démontrer d'où vient cet argent-là. Parce qu'une institution va vouloir faire le suivi d'où vient l'argent pour les mises de fonds. Alors, ils vont avoir besoin le même document, séparation, voir que l'argent est rentré dans son compte de banque et que le compte de banque démontre le montant qui va être fait pour une mise de fonds. 3 mois, ils ont quand même besoin de 3 mois d'état de compte, mais ils vont voir que le montant global qui est rentré dans le compte de banque, d'où que ça vient. Absolument. OK. Oui. Donc, combien de temps est-ce que je devrais attendre avant d'acheter une autre propriété? C'est ça. Des fois, les gens vont aller trop vite pour aller acheter une autre propriété. Les agents ne sont pas là. Il y a des délais, des fois des délais hors de leur contrôle, de savoir si le conjoint a pu financer la maison qu'ils ont regardée ou que la personne a gardée, puis ils ont refinancé. Ils n'ont pas le contrôle de savoir comment vite que ces argents-là vont venir. Même si l'entente dit que dans 60 jours, cet argent-là va être liquidé et transmis, des fois, il y a des délais hors de contrôle de tout le monde, des fois. Alors, c'est pour ça, c'est toujours recommandé
de pouvoir attendre, ou si le conjoint est en train d'acheter une autre maison, d'attendre que l'argent est avec lui pour mettre une date plus loin, pour faire son achat plus loin dans le futur. Parce qu'aussi, le regret, il y a toujours de l'animosity. Je ne sais pas comment dire ce mot-là en français. C'est toujours difficile pour un conjoint d'acheter la maison, puis l'autre avoir besoin de partir. C'est pas toujours amical. Alors, lorsque c'est amical, c'est le fun, c'est plus facile d'entamer la procédure pour que ça soit plus facile pour tout le monde, mais c'est pas toujours le cas pour ça. Oui. OK. Donc, combien de documents est-ce que je vais devoir fournir pour obtenir un nouveau hypothèque? Ben, pour les documents, ça prend la qualification. Alors, ça prend essentiellement le revenu. Il faut que les personnes soient encore en train d'avoir un emploi. Ça prend les slips de paye, des lettres d'emploi et les T4 pour démontrer que ça fait 2 années qu'ils ont le même emploi. Et l'entente de séparation, le bill de taxes, la confirmation que les taxes de la propriété sont payées ou c'est quoi les montants sur ce document-là. Les assurances de maison qui doivent être changées à ce moment-là. C'est ça, le plus gros des documents, c'est vraiment l'entente de séparation, mais aussi avec un buy-out, ça prend un agreement of purchase and sale, une entente d'achat. So, lorsque vous avez premièrement acheté la maison, vous avez signé une entente d'achat, un agreement of purchase and sale, avec les noms. Alors ici, c'est la même chose. Tu vas avoir les 2 noms comme propriétaire, puis ensuite l'acheteur va être un des conjoints qui va être acheteur. Et l'avocat va pouvoir aider à pouvoir monter ce document-là pour signer, qui détermine 2 personnes qui appartiennent à la maison qui rachètent une personne qui rachète la maison de cette personne-là. OK, donc nous avons une propriété locative. Est-ce que je peux le refinancer jusqu'à 95 %? Non, une propriété locative doit être, peut seulement être requalifiée à 80 % de la valeur. Les taux sont un petit peu plus élevés sur des taux locatifs parce que c'est un locatif, il y a beaucoup plus de risques. Et aussi, le transfert se fait encore avec les avocats pour transférer les titres d'une personne à l'autre. Alors, ça devient vraiment un achat aussi lorsqu'on fait cette transaction. Okay. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt hypothécaires sont à la hausse quand la Banque du Canada est en train de baisser le taux de jour? Ah, excuse, je t'ai coupé un petit peu. Je pense que j'ai entendu ta question. Je peux répéter la question, si vous voulez. C'est pourquoi est-ce que les taux d'intérêt hypothécaires sont à la hausse lorsque la Banque du Canada est en train de baisser le taux du jour? Beaucoup de ceci fait que les taux sont qualifiés selon le bond market. Qu'est-ce qui se passe avec les investissements? Alors, puis pour un achat, les taux sont un petit peu plus bas si c'est assuré à travers des CHL. Les prêteurs veulent que ça soit assuré à travers des CHL parce qu'ils sont plus sécurisés avec les argents qui sont déboursés. Puis les taux, les prêteurs empruntent ces argents-là pour débourser, mais ils sont en train de payer des investisseurs pour leur investissement. Alors, la différence entre un taux et l'autre, c'est vraiment tout dépendant des différentes banques. Ils vont changer les taux, je pourrais dire, les taux variables sont basés sur le prime rate, qui c'est pas la même chose qu'un taux fixe pour 5 ans, qui va avoir une différente façon d'être écrit. Alors, c'est un petit peu plus détaillé lorsque les gens nous appellent pour nous demander leur taux. Ça va dépendre si c'est un achat ou un refinancement. Ça va dépendre si c'est assurable ou non. C'est un locatif ou personnel.
Alors, tout ça va jouer selon qu'est-ce qui vont être offerts en frais de taux pour chaque institution, qui sont différents aussi. Comme courtier, on a accès à tous les banques qui vont nous prendre nos dossiers, mais sont tous différents selon qu'est-ce qu'ils vont offrir. Alors, il faut vraiment analyser, faire cette analyse-là un petit peu plus d'avance. OK. Je pense que c'est toutes les questions que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous avez autre chose à partager avec nous? Non, c'est toujours difficile de passer à travers d'une séparation, mais quand s'ils peuvent être amicales ou essayer de faire la communication, c'est ça le plus important. Avec l'information vient la communication qui va pouvoir faciliter, refinancer ou faire un achat lorsqu'on vit cette situation. OK, bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec moi aujourd'hui puis d'avoir répondu à toutes ces questions. Bienvenue, moi je vous remercie. OK, merci, bonne journée. Bye.